Au moment où la Terre sera coupée en deux moitiés, la quasi-totalité des êtres vivants disparaîtront. Aucun film n'a jamais décrit une telle apocalypse. L'atmosphère sera touchée, le champ magnétique modifié et l'aspect de notre planète complètement transformé. Mais la Terre aura l'occasion de se renouveler entièrement et la vie, tel un phénix, renaîtra de ses cendres. Pour couper la planète en deux, un laser super puissant sera nécessaire. Il recevra son énergie directement du Soleil, l'arme sera envoyée dans l'espace à bord d'une fusée et voyagera à des milliers de kilomètres de notre monde. Une fois à destination, il se déploiera pour exposer ses panneaux à sa source lumineuse. Le laser absorbera et concentrera les rayons du Soleil. Ensuite, un puissant faisceau d'énergie, du diamètre de plusieurs villes, sera projeté sur le centre de la planète. En raison des températures extrêmes, les océans traversés par le faisceau se mettront à bouillir et s'évaporeront. Ces vapeurs se transformeront en de vastes nuages d'orage dans le ciel. Un vent puissant les poussera au-dessus des continents, de fortes pluies tomberont, inondant non seulement les villes, mais des pays entiers. Avec le déplacement des plaques tectoniques, les mers se soulèveront pour former de terribles tsunamis. Et d'énormes vagues s'écraseront sur les côtes. La Terre a donc été coupée en deux, et ce n'est que le début. La structure de la planète, ou plutôt de chacune de ses moitiés, est en train de changer. De forts tremblements de terre se produisent partout dans le monde. Les pires catastrophes se produisent près de la ligne de faille. Des milliards de tonnes de terre commencent à s'effondrer. Des glissements de terrain énormes entraînent des villes entières. Des morceaux de la Terre de plusieurs milliers de kilomètres de large sont projetés dans l'espace. Les créatures qui vivaient sur ces fragments sont emportées elles aussi. Certaines retombent sur la moitié de la planète dont ils sont le plus proches. Imagine un rocher de la taille d'une ville tombant du ciel. Maintenant, représente-toi des centaines, voire des milliers de ces pierres. Seuls ceux qui vivent loin de la ligne de fracture ont une chance de survivre. Mais même là-bas, les tremblements de terre détruiront les maisons. Et la Lune commencera aussi à projeter des débris. Ces éclats, tels une pluie de météorites, tomberont sur les deux moitiés de la Terre et leur impact sera d'une violence inouïe. Ces explosions provoqueront des incendies. Le ciel sera rempli de cendres et tant qu'elles ne seront pas dissipées, nous ne pourrons pas voir le Soleil. Les deux parties de la planète s'éloignent maintenant l'une de l'autre. Au milieu d'elles, le cœur brûlant de notre Terre est exposé. Ce noyau est composé de métaux en fusion. Chaque moitié du noyau exude une énergie comparable à celle d'une étoile. Entre les deux moitiés de la Terre, les températures sont si hautes que rien ne peut y survivre. Tout objet qui entre dans cette zone tombe immédiatement en cendres. La masse au niveau du noyau étant beaucoup plus importante qu'au niveau de la surface, la gravité y est aussi nettement supérieure. Le noyau attire tout ce qui s'en approche. Impossible de voyager d'une moitié à l'autre de la Terre. Les navettes n'ont aucune chance de résister à cette force. Les deux parties du globe vivent maintenant séparément. Normalement, le noyau est ce qui crée, en tournant, le champ magnétique de la planète. Ce champ est un bouclier qui nous protège du Soleil et de l'espace. Si ce bouclier est endommagé, les rayonnements solaires et cosmiques passent à travers l'atmosphère. Comme le noyau est lui aussi divisé, le champ magnétique de la Terre devient instable. Des coupures de courant surviennent sur les deux hémisphères. Micro-ondes, téléviseurs, bouilloires, feux de circulation, ordinateurs, plus rien ne fonctionne. L'écran de ton ordinateur portable ou de ton téléphone se met à clignoter. Les vidéos se figent et la batterie épuise sa charge en une seconde. Les satellites cessent de fonctionner, ce qui signifie qu'il n'y a plus de GPS. Les ondes radio à haute fréquence, utilisées pour les communications, sont coupées et tu ne peux plus ni téléphoner ni envoyer de messages. En fait, toutes les centrales électriques se seront peut-être enfoncées sous terre ou auront été inondées en raison des séismes. Et il se peut donc qu'il n'y ait plus d'électricité du tout. Certaines personnes sont sensibles aux tempêtes solaires et souffrent de graves maux de tête. Si le champ magnétique est endommagé, le risque est grand que les créatures vivantes souffrent toutes de fortes migraines. Les scientifiques devront inventer des casques spéciaux pour protéger les gens du soleil. Pour une protection totale, il nous faudra vivre dans des villes souterraines. Les aiguilles des boussoles ne pointeront plus vers le nord, elles tourneront simplement dans toutes les directions. Les oiseaux deviendront fous, ils ne sauront plus où voler pour passer l'hiver, car le sud n'existera plus pour eux. Tous les animaux cessent maintenant de migrer. Dans le ciel, les avions ne peuvent plus s'orienter. Les plantes et les fleurs ne peuvent plus pousser naturellement à cause de l'augmentation du rayonnement solaire. Le bétail est sous-alimenté, la qualité des produits se détériore, la famine sévit.
Les habitants des deux moitiés de la planète ne pensent plus qu'à survivre. Dans certains endroits plus proches de la faille, l'atmosphère terrestre est complètement détruite. Les conditions y sont désormais similaires à celles qui règnent dans l'espace. Il n'y a plus d'air, ni de chaleur. C'est seulement vêtu d'une combinaison spatiale que tu peux demeurer dans cette zone. Malheureusement, tu ne pourras ni sauter ni voler, car la gravité est toujours là. Par ailleurs, c'est la gravité qui constitue le salut de notre planète. En raison de la gravité, les deux parties de la Terre ne seront pas précipitées l'une sur l'autre. Au contraire, elles se tourneront autour et commenceront à se rapprocher. Dans 100 000 ans, les deux parties de la planète se reconnecteront et la Terre sera complètement renouvelée. Comme le noyau est fait de métal fondu, il formera à nouveau un seul cœur. Mais il faudra beaucoup plus de temps pour que la croûte terrestre elle-même se ressoude complètement. Une cicatrice se formera le long de la faille. Cette cicatrice sera recouverte de forêts et inondée par les océans. Mais il y aura encore de forts tremblements de terre à certains endroits. À ce moment-là, tous les êtres vivants auront probablement disparu. Sur notre planète, les conditions seront à peu près les mêmes qu'il y a 4,5 milliards d'années. Les mers et les océans seront en ébullition, la foudre frappera partout, les plaques tectoniques bougeront sans cesse et la lave s'écoulera des volcans en un flot rapide. La Terre ressemblera à une vaste marmite bouillonnante à l'intérieur de laquelle la vie apparaîtra progressivement. Comme la Terre aura diminué de taille et que le noyau n'aura pas beaucoup changé quant à lui, la gravité sera différente. Sur Terre, il sera plus difficile pour une personne ordinaire de marcher. On pèsera bien plus lourd. Dans de telles conditions, une nouvelle forme de vie jusqu'alors inconnue verra le jour. Aujourd'hui, l'atmosphère et les océans du monde sont pollués. La population augmente et les glaciers fondent. Dans l'avenir, les choses pourraient être bien pires encore pour notre planète. Dans 1000 ans, lorsque l'humanité aura maîtrisé le voyage spatial, nous pourrions décider de déménager. Nous commencerons à chercher d'autres planètes semblables à la Terre et nous trouverons peut-être une bonne candidate. Cependant, rien ne pourrait vraiment remplacer notre première demeure et l'humanité déciderait probablement de la guérir. Peut-être aurons-nous alors l'idée de diviser la planète en deux et de vivre d'un seul côté. Et au bout de 100 000 ans, notre Terre serait à nouveau saine et entière. Et si on divisait d'autres planètes? Comme elles ne possèdent pas de champ magnétique, elles ne seraient pas aussi affectées. Par exemple, Vénus et Mars n'ont ni mer, ni océan, ni lac. Certains scientifiques pensent qu'elles se sont asséchées lorsque le champ magnétique y a disparu. Cela a conduit à la destruction complète des atmosphères de ces planètes. Les vents solaires y ont soufflé si fort qu'il n'est plus resté aucun liquide à leur surface. L'atmosphère terrestre nous protège de ces vents et nous sommes en sécurité. Il n'y aurait pas de cataclysme majeur sur les autres planètes, à l'exception des tremblements de terre. Comme sur Terre, les deux parties de ces mondes tourneraient simplement l'une autour de l'autre, puis elles se reconnecteraient. Ok, allez viens, suis-moi. Si tu réunissais et pesais toutes les araignées du monde, tu obtiendrais 250 millions de tonnes d'arachnides. Attends, avant de t'enfuir, pour faire la comparaison, sache que le poids du Titanic était de 52 000 tonnes et la grande pyramide de Gizeh pèse, elle, 6,5 millions de tonnes. Bon, tu as raison, ça ne me rassure pas non plus, mais ok, allons-y. La plus grande araignée que les gens connaissent est la Goliath mangeuse d'oiseaux d'Amérique du Sud. Ouais, cette araignée brune, poilue et de la taille d'un chiot a généralement une envergure de 30 cm. Son corps est de la taille d'un grand poing et son poids est de plus de 170 grammes. Quand cette créature se déplace, elle émet des sons bizarres et inquiétants. C'est le bruit que font les pattes de l'araignée. Elles ont des extrémités dures qui frappent le sol comme les sabots d'un cheval, mais pas aussi fort. Si tu vois cette créature imposante dans la forêt tropicale et que tu t'approches d'elle, tu remarqueras peut-être qu'elle frotte ses pattes arrière contre son ventre. Comme c'est mignon, penseras-tu certainement au début. Mais ensuite, tu crieras de douleur. Cette araignée se protège en envoyant des nuages de poils sur lesquels se trouvent des barbes microscopiques. Si ces derniers entraient dans tes yeux et ton nez, tu aurais super mal et cela te démangerait. Ces poils resteraient également là pendant des heures, voire des jours. C'est extrêmement troublant, n'est-ce pas? Mais imagine à quoi ressemblerait notre planète si les araignées avaient la taille d'une Jeep. Le monde occupé par des arachnides géantes est un endroit sombre et lugubre. Il est également dangereux. Tu ne peux jamais baisser la garde, même pendant une seconde. Ton ennemi est rapide comme l'éclair, il a faim et il est rusé. Les araignées de taille normale mangent 880 tonnes d'insectes chaque année. Mais dans ton monde, les monstres géants ont besoin de beaucoup plus de nourriture pour vivre.
Les araignées parcourent la planète, engloutissant à peu près toutes les formes de vie qu'elles croisent. Si les gens abandonnaient et ne les combattaient pas, en un an, la Terre se transformerait en un espace stérile et sans vie. Jusqu'à 6% des habitants de la planète souffrent d'arachnophobie, c'est-à-dire d'une peur extrême des araignées. Mais si ces créatures étaient soudain aussi gigantesques, tu ne crois pas que ce chiffre serait bien plus élevé ? Imagine une créature de plus d'1,50 m de haut, avec une envergure entre ses pattes de 4,50 m. Une araignée est couverte de gros poils épais, ce qui donne à l'animal un aspect dégoûtant. Son corps est divisé en 2 parties, séparées au milieu par une taille fine. Pour compléter le tableau, un ensemble de mâchoires énormes, de crocs terriblement longs et pointus, et 8 yeux sphériques aussi grands que des ballons de basket. Mais le pire de tout, des araignées sans yeux. Elles vivent dans des grottes et autres endroits sombres. Si tu rencontres ce genre de spécimen, ta réaction ne sera pas assez rapide pour t'en échapper. Ces créatures compensent leur manque de vision en ressentant les vibrations. Elles ont aussi un odorat exceptionnel. Terrifiés par les araignées, les gens inventent constamment de nouvelles façons de s'en débarrasser. Se faire attraper par une créature qui fait plusieurs fois notre taille est le plus grand cauchemar de tous, non ? L'un des aspects les plus effrayants des araignées est la façon dont elles traitent les insectes qu'elles attrapent. La plupart de ces prédateurs ne mangent pas leur proie en entier. Au début, l'araignée met sa proie dans un cocon en soie et lui injecte du liquide digestif. Cela paralyse la proie et rend ses entrailles liquides. Le pauvre est mal barré. Ensuite, la créature aspire tout ce qui est comestible dans son estomac à l'aide des poils qui recouvrent sa bouche et ses mâchoires en forme de pince. En d'autres termes, une fois qu'un monstre araignée t'a attrapé, il n'y a plus aucun moyen de t'échapper. Oh, et n'oublie pas les horribles toiles d'araignée. Qui n'a pas déjà eu le visage recouvert de fils gluants au moins une fois dans sa vie ? Cependant, dans ta nouvelle réalité, si tu veux avoir une chance de survivre, tu devras repérer une toile à temps. Tu savais que les araignées de taille normale peuvent créer des toiles qui recouvrent les arbres et les maisons et s'étendent sur 24 mètres au-dessus des rivières. C'est pourquoi si une créature du Nouveau Monde choisit ta maison comme nouveau foyer, il sera plus facile et plus sûr de partir le plus vite possible. Les gens ont trouvé un moyen de s'occuper des toiles d'araignées géantes, mais la manière dont ils le font dépend de l'espèce qui l'a tissée. Si la toile a été produite par une araignée plus active la nuit, les gens peuvent la détruire à l'aide de lampes UV qui remplacent la lumière du soleil. Les toiles produites par les araignées vivant dans des zones sèches craignent les liquides. Celles des milieux humides n'aiment pas être sèches, etc. Autre problème, un jour, tu pourrais rentrer chez toi et découvrir un énorme monstre ou une cinquantaine qui vivent dans ton sous-sol. D'accord, il est probable que tu repères ces créatures avant qu'elles n'atteignent une taille aussi grande. Elles seront trop bruyantes pour passer inaperçues. Les araignées ne donnent pas naissance à leurs bébés. Elles créent des sacs à œufs qui peuvent contenir des centaines d'œufs. Si ce sac se retrouve chez toi, eh bien, tu as un problème. En quelques semaines, ces œufs éclosent et donnent naissance à des bébés araignées. Ensuite, il faudra de 2 semaines à 1 an pour que les bébés atteignent leur taille maximale. Avec le temps, les gens ont compris comment utiliser les toiles d'araignée. La soie dont elles sont faites est très légère. Si c'est une petite araignée ordinaire, un fil de soie assez long pour faire le tour de la Terre ne pèserait que 10 kg. Chez une araignée des dizaines de fois plus grande, les fils de soie sont beaucoup plus lourds. Mais ils sont aussi beaucoup plus solides. Ils peuvent résister à des températures extrêmes de moins 40 degrés Celsius à 221 degrés Celsius. Les gens savent comment recueillir la soie d'araignée. Ils utilisent ce matériel pour fabriquer des cordes ultra résistantes. Beaucoup de tissus dans le monde sont fabriqués à partir de fils d'araignée. Des vêtements légers et résistants à l'usure, des ceintures de sécurité et des parachutes, des bouteilles et des gobelets, des fils et des bandages chirurgicaux, des panneaux anti-rouille sur les voitures et les bateaux, des ligaments et des tendons artificiels, tout cela, nous le devons aux araignées. Mais ce qu'il y a encore de mieux avec la soie, c'est qu'elle est biodégradable. La Terre est devenue beaucoup plus propre depuis que les gens ont commencé à utiliser ce matériau pour la production de tissus. En plus d'utiliser des fils de soie, les producteurs recueillent aussi l'espèce de colle qui recouvre les toiles d'araignée. C'est une substance absolument unique. Elle reste humide à l'air libre et continue de coller après avoir piégé plusieurs insectes. De près, cette colle fait penser à de minuscules perles sur une ficelle. Ou plutôt, dans notre cas du jour, si l'on avait des arachnides de la taille d'une voiture, à des balles de la taille d'une balle de golf sur une corde. Elles produisent une colle beaucoup plus forte que les bonnes vieilles araignées de taille normale. C'est pourquoi, dans la majorité des cas, elle peut remplacer les marteaux et les clous. Toutes sortes de véhicules et de bateaux sont construits avec de la colle d'araignée. Le seul inconvénient de cette substance super collante, c'est qu'il faut faire très attention en la recueillant.
Une fois que tu es pris au piège, il est difficile de s'échapper. C'est pourquoi les gens partent à la chasse à la colle en grand groupe. Mais même si tu te retrouves pris dans une toile d'araignée par accident, tu as une chance de survivre, si tu es assez rapide. Les papillons de nuit et les papillons ont une couche spéciale d'écailles sur leurs ailes, et s'ils se font attraper, ils peuvent se défaire de cette couverture et s'échapper. Utilise ce truc toi aussi, déshabille-toi et cours de toutes tes forces pour sauver ta peau. Mais comment se fait-il que les araignées ne s'en mêlent pas dans leur propre toile ? Ces arachnides peuvent filer de la soie collante, mais aussi non collante. Elles évitent logiquement de marcher sur les parties collantes de leur toile. De plus, elles ont des griffes mobiles spéciales sur leurs pattes. Ces griffes s'agrippent au fil et les lâchent lorsqu'elles bougent. De plus, les pattes des araignées sont recouvertes de milliers de poils. Lorsqu'elles marchent, ces poils créent d'innombrables points de contact entre l'animal et la surface. C'est pourquoi on peut voir de gigantesques araignées se prélasser sur les toits ou escalader les gratte-ciels tranquillement. D'ailleurs, lorsque ces créatures terrifiantes se déplacent, elles le font à une vitesse folle. La tégénaire géante est l'une des espèces d'araignées les plus rapides au monde. Elle peut se déplacer à une vitesse de plus de 60 cm par seconde. C'est plus de 1,6 km par heure. Mais des créatures aussi grandes qu'une Jeep pourraient atteindre une vitesse de plus de 80 km/h. En d'autres termes, tu pourrais difficilement leur échapper en t'enfuyant en voiture. Dans le monde des araignées géantes, les gens devraient aussi installer des tonnes de lumière artificielle partout. En effet, les araignées tissent leurs toiles denses et épaisses partout. Elles apparaissent tout au long de la nuit et couvrent d'immenses surfaces, assombrissant la lumière du jour et les lampes. Les arbres et les constructions un peu fragiles s'effondrent souvent sous le poids de la soie d'araignée. Heureusement, tout cela n'est qu'un monde imaginaire. Ouf, respire, les araignées ne peuvent pas devenir aussi grandes qu'une voiture. Pour faire court, leurs hormones empêchent ces créatures de devenir plus grosses qu'elles ne le devraient. Voilà une bonne nouvelle. Imagine un mur d'eau de 10 étages avec un pic d'écume blanche s'écrasant sur le rivage. Voilà l'image que nous avons tous en tête quand nous pensons au tsunami. Mais est-elle conforme à la réalité ? Et si c'est le cas, pourquoi les surfeurs les plus téméraires ne s'aventurent-ils pas sur ces vagues ? Elles sont immenses et ne demandent qu'à être domptées. La peur des hauteurs ? La grande vitesse ? Parce qu'ils choisissent la vie ? Ils ne veulent pas être projetés contre un immeuble quand ce monstre s'écrasera sur le rivage et inondera les rues. Mais ne sont-ils pas censés être des casse-cou ? Ne serait-il pas génial de pouvoir, cheveux au vent, chevaucher ce tsunami jusqu'au 10e étage de ton immeuble et à ta chambre ? N'oublie pas de laisser la fenêtre ouverte avant de sortir. Non mais sérieusement, d'où vient cette idée qu'on pourrait surfer sur un tsunami ? Je sais, des films. De tous ces films catastrophes qui dépeignent les tsunamis comme des vagues colossales, où l'on coupe une belle vague dans un documentaire sur des surfeurs avant de la coller et de l'agrandir monstrueusement. Sans oublier ce joli filtre bleu-gris. Et voilà prête notre super production sur les tsunamis. Mais laissons ces réalisateurs à leur imprécision. En réalité, la différence entre un tsunami et une vague de surfeurs est aussi ridiculement énorme que cette vague hollywoodienne sur le point de s'abattre sur un gratte-ciel. Il est possible de surfer sur une très grosse vague, tant qu'il s'agit du bon type de vague, et elle peut même être plus importante qu'un tsunami. Les surfeurs les adorent, ces vagues, mais je reviendrai sur ce point un peu plus tard. Alors, quelle est la différence entre ce bon type de vague et les tsunamis ? En surf, toute vague possède une face ou un mur, c'est l'endroit idéal que les surfeurs cherchent pour se lancer. C'est comme une bonne pente en snowboard. Seulement, tu n'es pas attaché à ta planche et il y a toujours une avalanche derrière toi. Et il peut aussi y avoir des requins juste sous tes pieds, n'attendant que ta chute pour ouvrir la gueule. Désolé, tout ça a l'air un peu effrayant. Mais tu verras, le surf c'est sympa. Moi je regarde de loin, ok ? Les tsunamis ne sont pas du tout comme ça. Imagine-toi plutôt une marée gigantesque qui monte en quelques minutes. Oui, l'eau va probablement s'élever de 9, parfois de 18 mètres au-dessus de son niveau habituel. Mais elle ne le fera pas à la manière d'une vague avec cette face si recherchée des surfeurs. Ça ressemblera davantage à une colline d'eau en mouvement, un peu comme une grosse boule de lave géante qui avance vers le rivage, mais bien plus rapide. Non, encore plus rapide. C'est plus terrifiant encore que l'idée qu'il puisse y avoir des requins, pas vrai ? Pour qu'une vague de surf normale apparaisse, tout ce qu'il faut, c'est que le vent souffle. Les tsunamis, par contre, sont dus à des événements relativement rares, comme les tremblements de terre et les éruptions volcaniques sous-marines. Voilà en partie pourquoi leur force n'est pas comparable. Un tsunami n'est pas toujours plus gros qu'une vague normale, mais il est toujours beaucoup plus puissant.
Du coup, son apparition est généralement synonyme de catastrophe. Quand un séisme sous-marin se produit, il génère une quantité incroyable d'énergie qui vient littéralement frapper l'eau. Et cette énergie, en se dirigeant vers le rivage, prend la forme d'un tsunami. La prochaine fois que tu feras la vaisselle et que tu auras envie de t'amuser, tu peux même créer ton propre mini-tsunami. Il suffit de plonger ta main sous l'eau et de la faire bouger de haut en bas, même très légèrement. Tu verras des ondulations à la surface. C'est ce qui se passe dans l'océan après un tremblement de terre, mais à une échelle beaucoup plus grande. Les tsunamis atteignent des vitesses phénoménales lorsque les fonds marins se mettent à bouger, jusqu'à 320 km/h. Ces vagues frappent donc le rivage à la vitesse d'une flèche. Voilà pourquoi je disais que tu surferais cheveux au vent sur cette vague vertigineuse. Mais non, en fait, elles n'atteignent pas ces vitesses au moment de s'écraser sur le rivage. Elles perdent beaucoup d'énergie à mesure que le fond de l'océan s'élève près de la côte, sans compter les obstacles sous-marins qui se trouvent sur leur chemin. Quand tu passeras à la fenêtre de ton appartement, tu n'iras plus qu'à 50 km/h. Mais elles ont beau ralentir, elles n'en deviennent pas moins énormes en s'approchant de la côte. Les méga tsunamis sont des vagues de 30 mètres qui te permettront d'atteindre ton 10e étage. Cependant, elles ne font la plupart du temps qu'entre 3 et 9 mètres. Mais compare cela à une vague de surf normale. Elle fait habituellement dans les 2 mètres de haut et n'avance qu'à environ 20 km/h. C'est pourquoi les tsunamis sont capables de provoquer de si grands dégâts. Mais les vagues surfables ne sont pas non plus de tout repos. Elles peuvent même être dangereuses. Tout comme les tsunamis, les vagues que pousse le vent se soulèveront en heurtant un obstacle sous-marin près du rivage. Cet obstacle, qu'il s'agisse d'une crête ou d'un récif de corail, représente un grand danger pour les surfeurs. Si un surfeur perd l'équilibre, il sera entraîné dans les profondeurs et pourra être blessé. Et puis venir frapper l'eau à grande vitesse fait un peu plus mal qu'une simple tape amicale dans le dos. Bon, c'est bien compris. On ne peut pas surfer sur un tsunami, mais nous sommes dans l'hypothétique, où l'esprit peut courir librement et surfer sur l'impossible. Alors, amusons-nous à relever ce défi. Tout d'abord, puisque le tsunami n'est pas une vague normale, nous devons trouver un moyen de le rendre surfable, c'est-à-dire faire en sorte qu'il nous présente une face où glisser. Une chose qui pourrait fonctionner, c'est un obstacle artificiel sous l'eau, spécialement conçu pour lui retirer un peu de sa monstrueuse énergie. Désolé, on y perdra en vitesse, mais il faut qu'on réussisse à le faire s'élever suffisamment. L'obstacle devra être un objet énorme, mais installé assez profondément, pour que notre surfeur n'aille pas s'y cogner la tête au moment où il est balayé. Ensuite, nous devons prendre quelques mesures de sécurité, et notamment trouver un équipement solide. Les combinaisons de surf classiques sont faites de néoprène, un matériau flexible qui ne peut que te protéger de l'eau froide et t'aide à flotter. Mais tu as de la chance. Une nouvelle technologie a récemment vu le jour. Une combinaison de surf pouvant résister à une morsure de requin, un peu comme les gilets en Kevlar. Tous les tests démontrent qu'elles ne peuvent pas être percées par des objets pointus et qu'elles empêchent les os de se briser. Malheureusement, les contusions dues aux impacts sont chose inévitable. Mais après tout, c'est de surf sur tsunami dont on parle. Et enfin, la planche elle-même. Si surfer sur une vague normale est un véritable défi pour ton sens de l'équilibre, tu imagines bien la difficulté qu'il y aurait à se maintenir sur une planche glissant sur un tsunami. Mais souviens-toi, tout ça est hypothétique. D'accord, alors ajoutons quelques stabilisateurs à ton bolide infernal. Voilà, maintenant tu es prêt. Tu es prêt, n'est-ce pas? Ne te dégonfle pas maintenant. Allez, tu ne seras pas le premier. C'est chose courante à Nazaré, au Portugal. Bien sûr, on n'y surfe pas sur des tsunamis, mais les surfeurs professionnels friands de grosses vagues s'y rendent chaque année pour défier la houle incroyable. Et ce tsunami de 9 mètres que tu t'apprêtes à monter n'est rien comparé à la plus grosse vague jamais affrontée. Elle mesurait 24 mètres de haut, plus de 2 fois la hauteur d'un poteau téléphonique. C'est un surfeur professionnel brésilien du nom de Rodrigo Coxa qui l'a conquise en 2017. Maya Gabeira a établi le record féminin en surfant sur une vague de 20 mètres en 2018. Et je ne pense pas que la limite ait été atteinte, car les vagues à Nazaré peuvent parfois atteindre les 30 mètres. C'est en raison du fond océanique que les vagues de Nazaré sont si impressionnantes. Cet endroit possède l'un des plus grands canyons sous-marins d'Europe, soit une entaille de 230 km de long et de 5 km de profondeur qui génère des quantités folles d'énergie sismique et donne naissance à des vagues gigantesques près de la côte. À lui seul, le canyon triple la hauteur des vagues, mais la région connaît aussi de puissants courants océaniques et des vents très violents. En d'autres termes, c'est la tempête parfaite pour les surfeurs qui aiment les vrais défis.
Lundi matin, le réveil sonne joyeusement et tu te souviens vaguement que tu as déjà appuyé sur le bouton snooze. Peut-être même plusieurs fois. Tu forces tes yeux à s'ouvrir un peu et regardes le réveil à travers la brume. 5h30. 5h30, tu sautes du lit. Le sommeil disparaît de ton cerveau grâce à une décharge électrique. Ton travail commence à 9h et tu es sûr que tu es déjà en retard. Mais tu peux encore arriver avant le déjeuner si tu te dépêches. Les enfants dorment encore, bien sûr, tous les 6. Tu cours partout dans la maison, mais en essayant de faire le moins de bruit possible. Tu mets les premiers vêtements que tu sors de ton armoire. Pendant que tu noues ta cravate, tu prends une grande respiration et tu sors de l'appartement. Sur le palier de l'ascenseur, il y a déjà une foule de gens qui dorment encore. Même 8 cabines sont loin de suffire pour accueillir tout le monde le matin. Tu prends ta place au bout de la file et attends. 2 ascenseurs arrivent, déjà à moitié pleins, et accueillent environ un quart des personnes sur le palier. Il te faut encore une dizaine de minutes pour t'entasser dans une cabine et commencer à descendre depuis le 42e étage. Tu te sens mal pour ceux qui vivent en dessous. Ils doivent attendre encore plus longtemps. Il est 6h du matin lorsque tu quittes ton immeuble et que tu rejoins la foule qui se presse à l'extérieur. Comme d'habitude, à cette heure de la journée, il y a un énorme embouteillage pas très loin de chez toi. La foule des piétons est trop importante. Il faut donc marcher lentement. Dans 1 heure environ, tu arrives au métro et tu fais la queue pour entrer. Il te faudra encore 40 minutes environ. C'est toujours plus rapide que de marcher jusqu'au bureau ou de conduire. Sous terre, il faut attendre son tour pour monter dans le train. Ils arrivent toutes les 5 minutes, mais il y a tellement de monde que même en s'entassant, ça ne sert à rien. Tu parviens à monter au bout de 20 minutes et l'ourlet de ta veste reste coincé dans les portes. Tu te tiens à plat ventre contre les portes, écrasé par la pression des gens. À l'arrêt suivant, tu dois descendre du train pour laisser sortir les autres. Mais quand tu essaies de revenir, tu es repoussé par la foule qui attend de monter. Et tu perds ta place. Sérieux ? Les portes se ferment et tu attends encore 5 minutes, poussé de tous côtés par des gens anxieux. Lorsque le train arrive, tu joues des coudes pour entrer à l'intérieur. C'est parti ! Tu te prépares pour un long voyage. Une épreuve similaire t'attend pour les suivants 4 arrêts. Quand tu arrives enfin à ta station, tu es déjà épuisé. Il est 9h20, tu es en retard comme prévu et il te reste encore du chemin à parcourir. La foule des retardataires comme toi est encore plus nombreuse dans le centre-ville, alors tu prends une grande respiration et tu te plonges dedans. Les gens prennent des chemins différents, donc il faut se frayer un chemin, ce qui rend la progression assez pénible. Si les rues n'étaient pas aussi encombrées, il ne te faudrait pas plus de 15 minutes pour te rendre sur place. Mais dans ce désordre, tu passes 1 heure entière à te battre. Enfin, à 10h30, tu es devant l'entrée de ton immeuble, Demos Inc. Bien que ce soit l'un des plus grands immeubles de bureaux de la ville, il y a aussi une file d'attente pour utiliser les 6 ascenseurs. Tu prends ton mal en patience et tu te prépares à attendre encore une demi-heure pour arriver à ton étage. Waouh! Tu es enfin dans la cabine. Quel soulagement! Tu appuies sur le bouton qui dit 33 et tu attends. Encore une fois. Il est 11h03, tu es réveillé depuis près de 6 heures et pourtant tu viens à peine d'arriver sur ton lieu de travail. Tes collègues fusent partout comme des fourmis et tu te diriges avec précaution vers ton espace. Au moins, tu es près d'une fenêtre et tu as une vue imprenable sur la ville. Tu regardes dehors et tu vois une image qui t'est familière. Des rangées de gratte-ciel bien alignés, la plupart servent d'immeubles d'habitation combinés avec des bureaux. Cela fait plus de 50 ans que l'anomalie a commencé. Personne ne sait exactement à quel moment, mais les gens ont commencé à avoir des quadruplés et même des quintuplés. Beaucoup plus souvent que d'habitude. Et bizarrement, cela ne semblait toucher que cette ville et ses banlieues. Au cours de la première décennie, certains ont décidé que c'était quelque chose dans l'air ou dans l'eau de la ville et ont déménagé dans d'autres endroits. Mais il s'est avéré que tous ceux qui étaient nés ici étaient déjà contaminés. Même ceux qui ont déménagé dans d'autres pays par la suite ont déclaré avoir eu jusqu'à 10 enfants en même temps. Et tout le monde ne voulait pas ou ne pouvait pas quitter la ville.
Alors, il fallait faire quelque chose. C'est ainsi qu'est apparu Demos Incorporated. Sa mission était à la fois d'aider la ville à s'adapter aux nouvelles circonstances et d'étudier la cause de cette anomalie de naissance. Et les mesures prises ont été drastiques mais efficaces. Tout d'abord, la société a investi dans le développement immobilier. Pour les grandes familles qui avaient besoin de plus d'espace pour vivre confortablement, de nouveaux immeubles ont été construits avec plus de pièces et des intérieurs plus spacieux dans l'ensemble. Les gens ont commencé à recevoir des propositions pour vendre leurs anciens appartements et maisons au profit de ces nouveaux lieux de vie, et la plupart ont accepté avec plaisir. Mais il y avait aussi un inconvénient. Ceux qui ne voulaient pas déménager se sont vite retrouvés entourés d'immenses chantiers de construction. Finalement, ils n'ont pas pu supporter le bruit et la poussière et ont accepté de vendre leur logement. Toute la ville a commencé à se transformer. Les vieux bâtiments ont été démolis pour faire place à de nouveaux plus grands et plus hauts. Les routes ont été élargies pour permettre au transport de circuler plus librement. De nouvelles entreprises ont été ouvertes pour donner des emplois et des services à des milliers de nouveaux citoyens. Mais cela n'a pas suffi. La croissance démographique a été plus rapide que le développement des villes. Des milliers de personnes sont parties, mais des millions sont restées. L'initiative visant à limiter les naissances a été l'objet d'énormes protestations et les citoyens l'ont rejetée. En conséquence, même avec des centaines de gratte-ciel, la ville est encore terriblement surpeuplée. Sa superficie a augmenté énormément depuis le début de l'anomalie et elle est maintenant la plus grande ville du monde, non seulement par sa population, mais aussi par sa superficie. Les conditions de travail se sont aussi détériorées. De plus en plus de gens cherchent des emplois qui peuvent être exercés depuis chez eux à cause d'immenses embouteillages. Certains ont trouvé du travail dans leur propre immeuble ou dans les immeubles voisins. D'autres encore, comme toi, n'ont pas eu cette chance. Ils doivent se lever tôt le matin pour arriver à l'heure au travail. Ce n'est pas rare que le réveil soit réglé sur 4 heures du matin. À cette heure, il y a relativement peu de monde dans les rues. Naturellement, les nounous et le mentorat ont connu un essor tout au long de cette période. Comme chaque parent a maintenant au moins 4 enfants à élever, ils acceptent toute aide possible. Les personnes célibataires gagnent beaucoup d'argent en faisant du babysitting pour leurs voisins et en donnant des cours particuliers à leurs enfants en âge scolaire. Les écoles, d'ailleurs, ont été construites à un rythme étonnant, mais elles ne sont pas encore assez nombreuses pour accueillir tous les enfants. Les parents s'inscrivent des années à l'avance pour que leurs enfants puissent recevoir une éducation élémentaire. Les lieux de détente ont également été durement touchés. De nombreux nouveaux restaurants, cinémas et parcs à thème ont été ouverts dans la ville et au-delà, mais réserver une table ou acheter un billet est devenu un jeu de hasard. La population de la ville ayant été multipliée par 10, tu dois planifier ton week-end au moins 2 semaines à l'avance. Et même aller à la campagne pour un pique-nique est une aventure en soi. Tu dois d'abord quitter la ville, puis trouver un endroit où il n'y aura pas des quantités de gens passionnés par la nature comme toi, et une fois que tu as terminé, c'est le retour à la maison. Normalement, les gens se préparent à passer au moins 2 jours à la campagne, car il faut 3 heures pour quitter la ville et 3 autres pour rentrer. Perdu dans tes pensées, tu ne remarques pas que ta collègue s'approche de toi et commence à te toucher l'épaule. Elle sourit, s'excuse et te montre un dossier qu'elle a dans la main. Elle suit ton regard, pose le dossier sur ta table et l'ouvre. À l'intérieur, tu vois des documents, mais tu ne comprends pas de quoi il s'agit. Ta collègue te montre plusieurs paragraphes et tu dois les relire 3 fois avant de comprendre ce que tu as en face de toi. Il s'agit d'un ensemble de rapports provenant de plusieurs villes du pays. Il y a beaucoup de chiffres que tu comprends à peine, mais tous les documents ont une chose en commun. Ils se terminent par une demande d'ouverture d'une succursale de Demos Inc. dans leur ville respective. Tu comptes les rapports, 17. 17 nouvelles villes viennent de connaître le même baby-boom auquel vous essayez de faire face depuis un demi-siècle. Imagine qu'il existe un énorme ballon caché à l'intérieur de la Terre. Il flotte dans un océan de métal en fusion. Ce ballon tourne aussi autour de son axe, mais il se déplace plus vite que le reste de notre planète. C'est à cela que ressemble le centre de la Terre. Cette boule de métal solide est le noyau interne, d'épaisseur. C'est plus ou moins la distance entre New York et Chicago, et le tout est composé de fer chaud et de nickel. Le noyau externe est un océan en fusion.
Pour l'atteindre, tu dois creuser un tunnel à travers la Terre qui mesure environ 6000 km de long. Mais c'est difficile d'accès car c'est le point le plus chaud de la planète. La température du centre de la Terre atteint les 6000 degrés Celsius. C'est plus que la température à la surface du Soleil. Autre chose incroyable au sujet de cet endroit, la gravité au niveau de la croûte est 3 fois plus importante qu'à la surface de la Terre. Cela veut dire que si nous trouvions un moyen pour vivre près du noyau et que l'on y jetait une pierre, elle serait 3 fois plus lourde. Mais ce n'est pas si embêtant parce que tu verras que des choses bien pires se préparent. Les conditions de vie dans le noyau seraient l'exact opposé de la vie sur la Station spatiale internationale et ce serait bien plus difficile que de vivre à la surface. Il serait difficile pour toi de tenir ne serait-ce qu'une fourchette dans ta main, car elle serait particulièrement lourde. Manger ton repas serait un sacré défi. Tu transpirerais rien qu'en écrivant quelque chose sur un morceau de papier ou en tapant sur ton ordinateur. Mais si l'on s'habituait à ces conditions, on deviendrait bien plus fort. Les humains ont appris à utiliser la chaleur qui provient de l'intérieur de la Terre en tant que source d'énergie. Certaines entreprises se servent de cette énergie pour chauffer l'eau qui crée de la vapeur. Cette vapeur est utilisée pour activer les turbines qui produisent de l'électricité. Si le noyau se rafraîchissait et que la chaleur disparaissait, ce type d'électricité deviendrait très onéreux. Certaines parties de la Terre deviendraient très sombres et les gens utiliseraient à nouveau des bougies ou du feu pour se chauffer et s'éclairer la nuit. Et tu pourrais aussi dire au revoir à ta voiture électrique, car la charger te coûterait trop cher. Téléphone, ordinateur, internet, tout cela coûterait bien plus. Mais ce serait en fait le cadet de nos soucis. Attends un peu de voir ce qui t'attend. La rotation du noyau chaud crée le champ magnétique de la Terre. Ce champ nous protège plus ou moins du Soleil et de l'espace. Si ce champ disparaissait, les rayons du Soleil et autres rayons cosmiques passeraient à travers l'atmosphère. Les appareils électriques deviendraient sérieusement instables. Les micro-ondes, télévisions, bouilloires, feux de circulation et ordinateurs seraient endommagés. L'écran de ton ordinateur ou de ton téléphone s'éteindrait sans prévenir. Les vidéos ne se liraient pas. Et les batteries ne tiendraient pas une seconde. Les satellites cesseraient de fonctionner, ce qui veut dire qu'il n'y aurait aucun système de GPS fiable. Dis au revoir à la navigation avec ton téléphone, les équipements radio cesseraient aussi de fonctionner. Donc tu ne pourrais pas passer d'appels ni envoyer de messages. Même aujourd'hui, quand le champ magnétique fonctionne normalement, les éruptions solaires peuvent créer des tempêtes magnétiques qui perturbent les appareils électroniques et qui affectent la santé des gens. Certains sont sensibles à ces tempêtes et peuvent avoir de méchantes migraines. Si le champ magnétique disparaissait complètement, chaque personne sur cette planète ainsi que tous les animaux auraient de grosses migraines. Les scientifiques devraient inventer des casques spécifiques qui protègent les gens de l'exposition aux tempêtes magnétiques. Si le noyau se rafraîchissait et que tu étais perdu dans la forêt, il serait très difficile de retrouver ton chemin, même avec un équipement simple. Sans le champ magnétique créé par le noyau actif, l'aiguille de ta boussole ne t'indiquerait plus le nord, le sud, l'est et l'ouest. Tu verrais les oiseaux devenir fous dans le ciel. Ils ne sauraient pas dans quelle direction voler pour l'hiver parce que le sud n'existerait plus. En fait, aucun animal ne serait capable de migrer. Dans le ciel, les appareils de localisation dans les avions cesseraient de fonctionner. Cela veut dire qu'il n'y aurait plus de voyage par les airs jusqu'à ce que l'on trouve une nouvelle méthode pour naviguer. Mais voyons le bon côté des choses. C'est ce que nous faisons ici. Tu n'aurais plus à aller au pôle Nord pour voir les aurores boréales. Elles apparaîtraient partout dans le ciel. Cela arrive parce que les particules chargées du Soleil rencontreraient les lignes magnétiques allant du nord au sud. Mais ces lignes disparaîtraient si le noyau de la Terre se refroidissait et les particules illumineraient le ciel partout dans le monde. Un noyau glacé veut aussi dire que les plaques tectoniques cesseront de bouger. Il n'y aura plus de séismes dans le monde, mais ce n'est pas une si bonne nouvelle. Le mouvement de ces plaques crée des failles à la surface de la Terre. Cela nous octroie d'importants minéraux. Sans mouvement, produire du fioul deviendra beaucoup plus difficile. Le prix du gaz pourrait augmenter. La plupart des gens devraient cesser de conduire leur voiture. Il y aura beaucoup plus de vélos et de chevaux sur la route, peut-être même des lamas. Les volcans n'entreraient plus en éruption. Si le noyau se refroidit, le magma aussi. Ceux qui vivent près de volcans actifs n'auraient plus à s'inquiéter. Mais il pourrait y avoir une ombre au tableau. Les volcans contiennent énormément de substances et de minéraux utiles. Le sol autour des volcans est très fertile, ce qui est très bon pour l'agriculture. Donc, plus de gens devraient manger de la nourriture artificielle. Il y aurait d'énormes problèmes d'approvisionnement en produits alimentaires. Seuls les riches pourraient se payer un sandwich classique à la tomate et au concombre. Mais le pire serait l'exposition aux rayons sur le long terme, qui serait un véritable problème pour notre santé. Plus de rayons, ça veut dire plus de risques de tomber malade. Les gens devraient créer une barrière spéciale pour se protéger des rayons solaires. Il serait hors de prix de recouvrir la planète avec cette technologie, donc nous créerions seulement des barrières pour chaque ville. Imagine un peu toutes les villes recouvertes d'un dôme.
Dans ce monde radioactif, les déplacements entre les villes ne seraient possibles que dans les transports spécialement prévus à cet effet. Il faudrait porter des combinaisons de protection. Tu ne pourrais plus aller à la campagne. Ceux qui vivraient encore dans de petits villages et qui n'ont pas suffisamment de moyens seraient forcés de vivre sous terre pour se protéger. Les plantes et les animaux aussi auraient des problèmes. Les herbes, les fleurs et les arbres recevraient de grosses doses de radiation et ils ne pourraient plus entrer en floraison. Le bétail ne pourrait plus manger d'herbe ni de foin. Il y aurait donc très peu de lait, de fromage et de yaourt. Les plantes auraient du mal à produire de l'oxygène. Le champ magnétique nous protège, mais il protège aussi notre atmosphère. Un noyau gelé et sans champ magnétique veut dire que le vent solaire détruirait l'atmosphère en quelques centaines d'années. Les conditions de vie sur Terre changeraient drastiquement. L'humanité n'irait plus au-delà de ces dômes protecteurs avec leur atmosphère artificielle. À l'intérieur, nous aurions nos villes, mais aussi les reliquats de la nature, nos arbres, lacs, pâturages, prairies et fleurs. Tout ce qui se trouverait en dehors deviendrait un désert aride. C'est ce qui s'est produit sur Mars. La planète rouge n'a pas de mer, d'océan ni de lac. Certains scientifiques pensent qu'elle est complètement sèche car son champ magnétique a disparu. Sans protection, Mars a perdu la plupart de son atmosphère et le vent du Soleil aurait balayé toute l'eau à sa surface. Mais bien sûr, ce n'est qu'une théorie parmi tant d'autres. Cela a eu lieu il y a des milliards d'années et personne ne sait exactement ce qu'il s'est passé. Mais pas de panique, notre planète ne deviendra pas une Mars bis de sitôt. Le noyau de la Terre refroidit très lentement. Il faudra bien encore 2 milliards d'années avant qu'il ne soit totalement froid. Ce qui est étrange, c'est que notre champ magnétique peut être instable même à ce jour. Dans l'hémisphère sud, il y a un endroit où le champ magnétique est faible. C'est ce qu'on appelle l'anomalie magnétique de l'Atlantique Sud. Les particules solaires chargées passent à travers cette zone, ce qui peut créer des problèmes pour les satellites en orbite. Il existe d'autres endroits de ce genre dans le monde, mais heureusement, ils ne nous causent pas de gros problèmes. Une bonne chose. Quelque chose se dirige vers notre planète et pourrait anéantir toute vie sur Terre. Il s'agit d'une aiguille ordinaire pesant environ 5 grammes. Tu te demandes probablement si le danger est bien réel. Est-ce qu'un objet si minuscule peut vraiment causer tant de dégâts? C'est difficile à dire parce qu'elle avance à la vitesse de la lumière et nous ne savons pas vraiment ce qui se passera quand elle frappera la Terre. Nous sommes totalement dans l'hypothétique et les questions qui se posent sont nombreuses. Voici la première. Qu'arriverait-il à une aiguille à coudre dans l'espace? Pourrait-elle réellement accélérer jusqu'à la vitesse de la lumière? La réponse brève est non. Mais ce n'est pas si simple. Dans notre univers, rien de ce qui a une masse ne peut atteindre la vitesse de la lumière. Pour qu'un objet, quel qu'il soit, accélère, il faut de l'énergie. Et comme il ne peut pas y avoir une quantité infinie d'énergie, une telle vitesse est impossible. Pour cet exercice de pensée, nous pouvons donc simplifier les choses. Disons que l'aiguille se déplace à 99,9% de la vitesse de la lumière. Cela fait à peu près 299 300 km par seconde, soit 1,08 milliard de km/h. À cette vitesse, le voyage de la Terre au Soleil prendrait environ 8 minutes. À titre de comparaison, la vitesse maximale d'une fusée Falcon Heavy est de 39 600 km/h et la voiture la plus rapide sur Terre est plus de 2 millions de fois plus lente que la vitesse de la lumière. La plus grosse roche qui ait jamais frappé notre planète est la météorite Doba. Elle pesait environ 60 tonnes. Elle est tombée sur Terre il y a environ 80 000 ans et a causé énormément de dégâts. Est-ce qu'un objet aussi petit que notre aiguille à coudre pourrait avoir le même effet? Bien sûr que oui. C'est une question d'énergie. Les petites choses qui se déplacent à la vitesse de la lumière ont plus d'énergie que les grands objets qui se déplacent lentement. Ainsi, notre aiguille super rapide toucherait le sol avec beaucoup plus de force. Lors de son impact, toute l'énergie qu'elle contient provoquerait un énorme boom. Tout ce qui se trouverait à proximité se désintégrerait. Mais une explosion aussi importante pourrait-elle vraiment détruire toute notre planète? Comparons cela à la plus grande explosion que les humains aient jamais connue. Le nuage de débris qui a suivi cette explosion avait une hauteur de 64 km. On pouvait le voir à une distance de 160 km. Environ 50 mégatonnes de force explosive avaient été libérées dans l'atmosphère. L'énergie que notre aiguille dégagerait sous forme d'explosion serait d'environ 43 kilotonnes. C'est moins que ce que les humains peuvent causer eux-mêmes, mais cela pourrait quand même entraîner des dégâts considérables. Donc si tu entends aux infos que quelque chose se dirige vers la Terre à la vitesse de la lumière, tu auras certainement besoin de trouver un abri. Les humains pourraient-ils survivre à un tel impact? Ce serait plutôt effrayant. Un éclair de lumière éblouissant serait suivi d'une onde de choc d'une force incroyable. Les vitres de toutes les maisons dans un rayon de 4 km se briseraient. Les bâtiments les plus solides s'effondreraient. Toute cette énergie provenant de notre aiguille provoquerait de graves incendies jusqu'à 2,5 km de l'épicentre.
Tout ce qui se trouverait à cet endroit serait, pour ainsi dire, atomisé. La situation serait un peu différente si l'aiguille se retrouvait dans l'océan. Tout comme pour une météorite, son impact provoquerait un énorme tsunami. Mais l'onde de choc n'affecterait pas les grandes villes et les gens ne seraient probablement pas blessés. Bien que si cela se produisait au large de la côte est des États-Unis, ce minuscule objet pourrait quand même provoquer une inondation à New York. Mais il pourrait se passer autre chose si une aiguille comme celle-ci entrait dans l'atmosphère terrestre. Comme elle se déplacerait à une vitesse proche de celle de la lumière, l'aiguille ne serait plus vraiment un objet solide, mais plutôt un groupe d'atomes volant les uns à côté des autres. Il est donc possible que l'aiguille traverse simplement notre planète comme elle traverserait un ballon. Cela se passerait très vite, en une fraction de seconde. Personne ne s'en rendrait compte et tout le monde continuerait sa vie. Mais voici la possibilité la plus incroyable. Et si l'aiguille touchait une personne ? Eh bien, il y a une très petite chance que cela se produise, seulement 1 sur 1,6 million. Mais quelque chose de similaire s'est déjà produit au moins une fois, lorsque 2 hommes en Turquie se sont retrouvés sous une pluie de pierres en 1888. Mais revenons à notre aiguille qui va à la vitesse de la lumière. Si un corps humain absorbait complètement toute cette énergie au moment de l'impact, il se désintégrerait tout simplement. Mais il peut encore se passer autre chose. L'aiguille pourrait desserrer les liens entre les molécules et les atomes de ton corps et passer à travers eux sans te causer de douleur. Tu sentirais juste quelque chose comme une piqûre de moustique. Bien sûr, cela laisserait quand même sa marque. L'aiguille ferait un trou parfait dans ton corps. Mais tant qu'elle ne traverserait pas tes organes vitaux, tu n'aurais rien à craindre. En plus, tu pourrais te vanter de la chance extraordinaire que tu as eue. Une aiguille de l'espace tombant sur toi, c'est presque comme si tu gagnais au loto. Il semble donc qu'une aiguille se déplaçant à la vitesse de la lumière ne ferait pas tant de mal que ça. Elle pourrait creuser un grand cratère quelque part, mais dans l'ensemble, le monde continuerait de bien se porter. Mais que se passerait-il si quelque chose de beaucoup plus gros qu'une aiguille se dirigeait ainsi vers la Terre ? En 2013, une grosse météorite est entrée dans l'atmosphère au-dessus de la Russie. Heureusement, elle s'est en grande partie consumée avant d'atteindre le sol. Mais le plus gros morceau ayant subsisté pesait un peu plus d'une demi-tonne. La météorite a explosé à environ 23 km au-dessus de la surface et a légèrement endommagé plus de 7000 bâtiments. Environ 1500 personnes ont été blessées, mais elle ne se déplaçait qu'à une vitesse d'environ 59 500 km/h. Que se serait-il passé si elle avait accéléré pour se rapprocher de la vitesse de la lumière ? Un objet de cette taille, se déplaçant à une vitesse de près de 299 300 km par seconde, posséderait une énorme quantité d'énergie. Son impact anéantirait un continent entier. L'onde de choc serait d'une telle force qu'elle ferait le tour complet de la planète et détruirait absolument tout sur son passage. Le tsunami provoqué par l'explosion emporterait notre civilisation dans l'océan. Les humains ne survivraient que s'ils parvenaient à atteindre des abris souterrains très profonds. Mais une fois que toute la poussière serait retombée et que nous serions remontés à la surface, nous constaterions qu'il ne resterait plus rien de vivant sur Terre. La situation serait plus ou moins la même que lorsqu'un météore a vraisemblablement anéanti les dinosaures il y a des millions d'années. Il est vrai que cette météorite n'avançait pas aussi vite, mais elle était tout aussi grosse. Bien sûr, notre planète s'est remise de cet impact et la vie est revenue. En fait, il existe bien actuellement un objet qui se déplace dans notre système solaire et qui pourrait détruire la moitié de la Terre, la comète de Halley. Elle pèse environ 220 milliards de tonnes. Ça fait beaucoup de zéros. Par ailleurs, cette comète s'est déjà suffisamment approchée de nous pour que nous puissions la voir au moins 30 fois. La dernière fois qu'on l'a vue, c'était en 1986. Mais nous aurons l'occasion de la revoir dans un avenir pas trop lointain. Sa prochaine apparition est prévue pour juillet 2061. Si un objet comme la comète de Halley heurtait la Terre, cela changerait complètement la forme de notre planète. L'explosion formerait un cratère de la taille de l'Eurasie. Après un tel impact, la Terre ne serait plus jamais la même. À présent, parlons de quelque chose d'un peu plus réel, même si c'est sérieusement bizarre. Y a-t-il quelque chose dans l'univers qui puisse se déplacer à la vitesse de la lumière ? Eh bien, presque. Les scientifiques ont découvert que certaines galaxies superactives peuvent cracher des boules de gaz chaudes de la taille de Jupiter. Ces galaxies sont appelées des blazars. En étudiant ces boules, les scientifiques ont été très surpris parce qu'ils ont découvert qu'elles se déplaçaient à environ 99,9% de la vitesse de la lumière. Pour accélérer quelque chose d'aussi gros qu'une boule de bowling jusqu'à cette vitesse, il faudrait toute l'énergie produite sur Terre pendant une semaine entière.
Alors imagine combien d'énergie il te faudrait pour lancer un objet de la taille de Jupiter dans l'espace. Il y a de fortes chances que ces boules reçoivent toute cette énergie de trous noirs supermassifs présents à l'intérieur des blazars. Un trou noir absorbe des tonnes de particules, mais en accélère aussi d'autres et les pousse dans l'espace. Tu es en train de voler à travers l'espace dans un vaisseau dont la taille équivaut à 3 fois celle de Central Park à New York. Il y a beaucoup d'agitation. Non, il ne s'agit pas d'un alien qui envahit le vaisseau. C'est un jour très important. Nous sommes le 22 janvier 2700. Tu viens de naître hors de l'atmosphère de la Terre. Joyeux anniversaire! Une équipe médicale s'occupe de tout. Des gadgets futuristes t'aident dans tous les domaines. Et la vue depuis le vaisseau géant en verre de forme sphérique plonge sur l'incroyable immensité de l'espace. Tu ne peux même plus voir la Terre, le vaisseau spatial vole vers une nouvelle destination à des millions de kilomètres. Le temps de trajet pour atteindre cette nouvelle planète d'accueil est de plusieurs décennies. Avançons un peu. Tu as maintenant 25 ans et ce vaisseau spatial est le seul foyer que tu aies connu, jusqu'à présent. Tu as appris à connaître le moindre recoin du vaisseau. Tu commences ta journée dans ton dortoir qui dispose de tous les éléments essentiels. Une petite salle de bain compacte, une mini-cuisine, un lit superposé et une vue magnifique sur les étoiles et les planètes à l'extérieur du verre renforcé du vaisseau. Et tu n'as jamais à t'inquiéter des radiations cosmiques. Le vaisseau est équipé d'un bouclier magnétique perpétuel qui reflète ces radiations afin qu'elles ne s'infiltrent pas à l'intérieur. Sinon, il y aurait de gros problèmes. Le vaisseau a été conçu pour avoir une gravité artificielle. Les astronautes perdent normalement 1 à 2% de leur densité osseuse chaque mois qu'ils passent dans l'apesanteur de l'espace, puisqu'ils ne font que flotter en permanence. Mais maintenant, ou plutôt dans le futur, durant les voyages au sein de l'espace intersidéral, nous sommes capables de résoudre ce problème. Tu sors de ton dortoir et tu vois une foule de tes collègues, membres d'équipage, qui se rendent au travail. Ils glissent tous sur leur mini hoverboard dernier cri et chacun porte une combinaison futuriste de couleurs différentes. La tienne est bleue. Tu sautes sur ta planche et rejoins l'équipe bleue. Tu arrives dans le passage souterrain du transport spatial et tu commences ton travail. En tant qu'ingénieur de bord, ta mission est très importante. Entretenir le vaisseau et le faire fonctionner. Mais quelque chose ne va pas aujourd'hui. Des chiffres clignotent partout sur les panneaux et cette lumière rouge anxiogène n'arrête pas de clignoter. Tu alertes tes collègues, mais ils ne savent pas non plus ce qui se passe. Vite, tu continues à vérifier les journaux de bord et toutes les équations compliquées, mais rien ne correspond. La panique commence à se répandre dans tout le vaisseau. Les poils de tes bras se hérissent. Tu essaies de cliquer sur autant de boutons et d'interrupteurs que tu peux. Le bourdonnement devient de plus en plus fort, la lumière clignote de plus en plus vite, certains de tes collègues s'enfuient. Et tu te retrouves tout seul dans la pièce rouge. Soudain, ton superviseur arrive enfin en courant pour t'aider. Après un moment, tous les deux, vous arrivez enfin à comprendre. Ouf, c'était -1. Tu as encore beaucoup à apprendre sur la gestion du vaisseau. Depuis tes premières années, tu as été affecté au poste d'ingénieur. Tu étais doué pour la physique, la chimie, les mathématiques. C'est juste une autre journée au bureau. Mais sur ce vaisseau, tu deviendras peut-être capitaine un jour. Après le travail, tu reçois un appel de tes amis qui veulent se détendre. Et quand on dit appel, on parle d'un appareil sophistiqué qui permet de communiquer avec n'importe qui tout en voyant toutes ces données à travers une projection holographique. Tu peux aussi l'utiliser pour écouter de vieux airs de la Terre. La pop est maintenant devenue de la musique classique et les films sont désormais des projections 3D de ta propre imagination. Tu sors du passage souterrain et tu montes sur la place interstellaire. C'est là que tout le monde se retrouve pendant le temps libre. Il y a des cafés, des restaurants, un salon de coiffure et même un marchand de glace. Tu n'es jamais allé traîner ailleurs. Le vaisseau spatial ressemble à une petite ville qui possède toutes ces choses dont la société a besoin. Cela inclut une biosphère pleine d'animaux et de plantes provenant de différents écosystèmes de la Terre. Des mini-forêts tropicales, des mini-déserts, des mini-montagnes, tout ce que l'on peut imaginer. Les biologistes à bord s'assurent de garder tout cela en équilibre pour que tu te sentes comme à la maison, même si tu n'as jamais mis les pieds sur Terre. Tu entres dans la savane et tu vois quelques gazelles galoper. Des gnous semblent paître et une petite meute de lions est à l'affût. Dans la jungle, tu sens l'humidité des feuilles et tu es entouré d'épais arbustes. Quelques gorilles jouent et tu aperçois de petites grenouilles arboricoles ça et là. Et tapis dans les arbres, descendant pour boire une gorgée d'eau, c'est un jaguar. Tu passes ensuite dans le désert où tu croises des chameaux errants, un petit serpent à sonnette qui se faufile pour échapper à la chaleur et des scorpions qui rampent dans le sable.
Tu as appris beaucoup de choses sur la biologie ces 25 dernières années. Tu sais tout sur la Terre, mais tu n'y es jamais allé. C'est bizarre. Après la visite des habitats naturels, tu entends une annonce au haut-parleur, c'est le capitaine. La nouvelle planète est à quelques heures d'ici. Nous arriverons plus tôt que prévu. Préparez-vous à l'atterrissage. À bord du vaisseau, tout le monde se précipite vers son dortoir, sauf les membres d'équipage nécessaires pour faire fonctionner le vaisseau. Tu t'attaches dans ton lit superposé qui se transforme en siège avec des ceintures de sécurité. Tu regardes par ton hublot et tu vois un point bleu au loin. Il devient de plus en plus gros. Et il ressemble beaucoup à la Terre, du moins de loin. Cela n'a pas pris tant de temps que cela, seulement 25 ans. Tu te demandes ce qui se passe sous le capot de ce vaisseau spatial. Tu revois ta vie dans l'espace en sachant que cette première partie touche à sa fin. C'est un peu comme vivre au pôle Sud. Tout en bas du monde vit une petite communauté de scientifiques qui travaillent entre l'hiver et l'été, faisant toutes sortes de recherches, du climat et de la géologie à la météorologie et l'astronomie. Leur vie doit être similaire à celle que tu mènes ici dans l'espace. Ils ont leur propre bunker, leur laboratoire scientifique et même des salles de loisirs pour le sport et la musique. La nature sur la planète dont tu t'approches ne ressemble en rien à celle de la Terre. Des arbres tropicaux s'élèvent plus haut que les plus hauts gratte-ciels. Les océans sont secoués par des ouragans qui durent des années. Le pilote annonce l'atterrissage. Tout va bien, il est temps de se mettre au travail. Tu te détaches et sors pour voir la nouvelle planète par toi-même. Marcher sur la terre ferme donne l'impression, d'arriver sur une nouvelle planète. L'humidité est palpable et le vent est chaud. Le vaisseau a atterri dans la zone tropicale de la planète, qui est, selon vos études, le meilleur endroit pour bâtir une toute nouvelle colonie. Cela ne va pas être facile. Les humains bâtissent généralement de nouvelles colonies à côté des lacs et des rivières. Pense aux Mésopotamiens, aux Égyptiens, aux Aztèques. La liste est longue. Ils ont commencé par de petites colonies jusqu'à ce qu'ils deviennent des méga-civilisations à part entière. En commerçant et en explorant, ils ont pu faire progresser leur technologie, apprendre de nouvelles langues et découvrir des recettes de cuisine géniales. Tu mangerais bien des pâtes et des sushis en ce moment. Selon les scientifiques, naître dans l'espace pourrait modifier l'apparence des humains. La tête des nouveaux humains pourrait être plus grosse d'ici des milliers de générations. Qui sait? Il n'y a aucun moyen de le simuler sur Terre. Nous pourrions même avoir de nouvelles couleurs de peau puisque nous aurions besoin de plus de mélanine, cette substance pigmentaire qui nous protège des rayons du soleil. En étant plus près du soleil ou de toute masse de gaz brûlant, nous produirions plus de mélanine ou des types différents de mélanine afin de nous protéger. Nous pourrions devenir brun foncé, violet, gris ou même vert. Il faudra attendre quelques millions d'années pour le découvrir. Et sans gravité, les humains devraient s'habituer à avoir une densité osseuse plus faible, un peu comme les oiseaux. Cela signifie que nous serions probablement plus faibles que nos anciens ancêtres de la Terre et que nous aurions des comportements physiques un peu étranges. La gravité est essentielle pour notre équilibre et la mobilité est l'un des facteurs clés de la survie humaine. Donc sans gravité, nous aurions probablement des exosquelettes pour marcher et courir, ou même pour sortir les poubelles. Bon, rien de tel ne va se produire avant très longtemps. On est encore en train de réfléchir à la façon d'amener quelqu'un dans ce monde, ou hors de ce monde. Techniquement parlant, l'espace extra-atmosphérique est considéré comme étant à 100 km au-dessus du niveau de la mer de n'importe quel continent du monde. Au-delà, les possibilités sont infinies. Salut, bienvenue sur la Terre de 2050. Tu vis dans le monde qui a suivi le grand changement de température de 2020. Les jours sont aussi chauds que possible et les nuits extrêmement froides. Les humains ont toujours été dépendants de l'environnement, mais maintenant, ils sont plus vulnérables que jamais. Le carburant, l'argent, les métaux précieux, tous ont perdu leur valeur dans un monde où, pendant la journée, la glace coûte plus cher que l'or et la nuit, tu peux facilement échanger une montre design toute neuve contre une couverture chauffante. Tu ne te souviens pas du monde d'avant parce que tu es né dans la nouvelle ère climatique. Tu as eu la chance de trouver un bon emploi juste après tes études. L'entreprise pour laquelle tu travailles vend de l'eau en bouteille. Quand il fait plus de 40 degrés Celsius dehors, pendant la journée, l'eau en bouteille est le produit le plus vendu au monde. Le commerce des antitranspirants est également en plein essor. Les gens peuvent facilement consommer 2 sticks par semaine. Tu te réveilles à 6h30 et il fait encore froid. Le soleil se lèvera dans une demi-heure et l'inversion suivra peu après. Il y a une fenêtre de 30 minutes entre 7h et 7h30 pendant laquelle les températures sont assez douces, comme au printemps autrefois.
La plus grande partie de la journée, de 7h30 à 19h30, c'est comme vivre dans un four. De 19h30 à 20h, c'est un peu comme ce qu'on appelait jadis l'automne. Et après ça, il fait moins 40 degrés Celsius. Aujourd'hui est un grand jour, celui peut-être de ta première promotion. Tu inspires à fond, glisses tes pieds dans tes pantoufles et te diriges vers la salle de bain. Ta routine est machinale à cette heure de la journée. Tu commences par fermer complètement le robinet de ton lavabo. C'est une vieille habitude que tes parents t'ont inculquée pour éviter que les tuyaux ne gèlent, même si chez toi, ils sont tous conformes aux normes, enveloppés dans un ruban chauffant et isolant, tu préfères ne pas prendre de risques. Tu t'habilles, shorts, sandales et débardeurs. Il existe des vêtements thermiques de haute technologie qui s'adaptent aux températures du jour et de la nuit. Mais tu n'as pas assez d'argent pour t'en payer. Peut-être que si tu obtiens cette promotion, tu pourras investir dans une garde-robe de meilleure qualité. Une chose amusante, c'est qu'il est toujours possible de connaître le statut d'une personne en l'examinant. Certaines choses ne changent jamais. Les thermos marchent avec aisance dans leurs vêtements high-tech élégants. Comme tous les autres baluchonneurs, tu emportes des vêtements supplémentaires pour le travail et les soirées froides. Tu as ton ombrelle. Elle n'aide pas beaucoup contre la chaleur, mais te protège au moins un peu des rayons du soleil. Lunettes de soleil, déodorant, crème solaire, tu as tout ce qu'il te faut pour la journée. Maintenant, pour le soir, gants, oui, manteau, ding, tu reçois un SMS, c'est ta patronne. Vous arrivez un peu plus tôt ce matin pour préparer la présentation, n'est-ce pas ? Tu lui réponds et tu vas à la cuisine pour ton petit déjeuner. Le café est un luxe, pareil pour les fruits et les légumes. Sauf si tu les fais pousser chez toi, mais ta serre personnelle est assez modeste. Des tomates, du maïs, quelques melons et de la laitue. Ta serre est aussi résistante au froid et à la chaleur que le modèle standard, mais il faudrait vraiment que tu passes à une taille supérieure. Pas le temps, trop de travail. Tu prends une pomme, une bouteille d'eau, ton sac et tu sors rapidement. Tu pars généralement à 7h15. Tu as 15 minutes de marche jusqu'au bureau et tu parviens à éviter la chaleur. Mais tu es dehors un peu après le lever du soleil aujourd'hui. Il y a des milliers de personnes dans la rue. Tout le monde essaie de rester à l'intérieur, sauf pendant ces 30 minutes de température clémente. Malgré la foule, tu arrives au bureau juste à temps pour préparer ta grande présentation. Tu as un diplôme en conditionnement et distribution de l'eau. Quand tu as parlé à ta patronne de ton idée, elle a immédiatement invité ses supérieurs pour qu'elle t'écoute. Grâce à elle, le prix de l'eau en bouteille pourrait être réduit de moitié et l'entreprise entrerait dans les livres d'histoire. Tu files au vestiaire pour enfiler ton costume. La présentation se passe bien, malgré ta nervosité. Ta patronne te dit que vous êtes sur le point de faire de grandes choses et elle t'invite à prendre des vacances car tu dois faire le plein d'énergie avant de commencer à travailler à la réalisation de ton idée. Tu regardes quelles sont tes options sur Internet. Les gens ne partent plus à la plage, le climat étant à peu près le même partout. Et puis tu ne peux pas prendre l'avion. Les voyages aériens sont une chose du passé, car les avions ne peuvent pas décoller quand les températures sont trop élevées. Avec la chaleur, l'air se raréfie et les ailes n'ont pas de portance. Du moins, c'est ce que ton grand-père t'a dit. Il était pilote avant le grand changement. Le ski, le patin à glace et le snowboard ne se pratiquent plus que dans les stations d'hiver artificielles, plutôt rafraîchissant. Tu finis ta journée de travail à 16h. Tu rentres généralement directement chez toi, mais tu es de si bonne humeur aujourd'hui que tu décides d'aller te promener dans le parc. Tu dois d'abord remettre ton short et ton débardeur. Tu te promènes dans les rues vides, presque personne ne se balade par cette chaleur. Ouf, tu comprends tout de suite pourquoi. Tu regardes la ville. De trapus gratte-sol bordent les rues. Les gratte-ciel n'existent plus. L'énorme fluctuation de température entre le jour et la nuit les a rendus instables et les a usés. De plus, les gratte-ciel retiennent la chaleur et rendent les villes plus chaudes. Et personne n'a besoin de ça en cette nouvelle ère. Tu regardes les toits couverts de panneaux solaires. Tout fonctionne à l'énergie solaire. Les voitures, les transports publics, le chauffage central et la climatisation. Le soleil est peut-être ton pire ennemi pendant la journée, mais au moins, il t'aide à rester au chaud la nuit. De loin, le parc a l'air agréable. Des arbres, des buissons, de l'herbe verte et des fleurs. Mais tout le monde sait que tout ça n'est pas réel. À moins que les plantes ne soient dans une serre, elles sont artificielles. La chaleur du jour les brûlerait et les dessécherait. Le froid glacial les ferait geler pendant la nuit. Tu t'assieds sur un banc et tu entends deux vieillards parler des différences avec le monde de jadis. Le paysage a tellement changé. Les étangs et les lacs se sont entièrement évaporés en l'espace de quelques mois. Ils se souviennent de leurs parties de pêche, des fermes et des champs. Oui, seuls les animaux du désert ont survécu au grand changement.
Tu peux voir des coyotes, des géocoucous, des lézards et des scorpions quand tu sors de la ville. Les chameaux ont remplacé les vaches et les chevaux sur tous les continents. 30 ans sous cette nouvelle ère climatique ne suffisent pas encore pour que l'évolution opère de profonds changements. Mais les gens ont déjà commencé à se métamorphoser eux aussi. Votre peau devient peu à peu plus épaisse et plus dure pour faire face aux variations de température. Vos sourcils sont plus touffus pour empêcher la sueur de couler dans vos yeux. Un des vieillards regarde sa montre. Il est 19h30, c'est l'heure de filer, Maurice. Déjà 19h30, tu t'es bien éloigné de chez toi. Tu ouvres ton sac et tu cherches ton pantalon, tes gants, tes bottes et... Où est passé ton manteau ? Tu continues à fouiller, tu sens la panique monter en toi. Tu te mets à vider ton sac par terre dans l'espoir que ton manteau se trouve tout au fond. Pas de chance, un frisson te parcourt l'échine. La peur ? Oui, mais aussi parce que la température baisse déjà. Tu remets toutes tes affaires dans ton sac et tu te mets à courir dans la rue. 19h40, tu n'y arriveras pas, mais au moins courir te réchauffe. 19h50, il n'y a pas de bus, pas de voiture, rien, tout le monde est déjà à l'intérieur. 19h55, tu sais ce qui t'attend si tu ne rentres pas avant 20h. Quand il fait moins 40 degrés et que tu es dans tes vêtements de jour, il ne faut que 5 minutes avant que l'hypothermie ne s'installe. Tu as entendu d'affreuses histoires. Des gens qui s'étaient aventurés dans le froid sans le bon équipement. Tout d'abord des battements de cœur grelottants et rapides, le corps qui se bat pour conserver sa chaleur. Puis les frissons s'arrêtent, le rythme cardiaque ralentit et on commence à se sentir étourdi. Le corps jette l'éponge, c'est l'évanouissement, tout est fini. 19h58, tu vois ta rue devant toi. Allez les jambes, plus vite. 20h, le froid te coupe le souffle. Tu es à 1 minute de chez toi. Continue à avancer. L'air te pique les poumons, tes cils se couvrent de glace, ton nez est rouge vif. Est-ce que ça y est, c'est comme ça que tu vas finir ? 8h01, tu entres en trombe dans ton appartement et tu tombes par terre. Tu as réussi. Tu ouvres les yeux et la première chose que tu vois est ton manteau accroché au dossier de ta chaise de bureau. Cette négligence te fait éclater de rire. C'est plus fort que toi. Cette journée avait si bien commencé, mais les choses ont vite pris une tournure dangereuse. Le jour et la nuit, véritablement. J'ai vraiment besoin de ces vacances. Des océans de magma, des vents supersoniques, une chaleur torride, et au lieu de la pluie, un tas de pierres qui te tombent sur la tête. Une journée assez banale, n'est-ce pas ? Les astronomes ont récemment découvert une nouvelle superplanète. K2 141b est une exoplanète qui se trouve à environ 200 années-lumière de la Terre, et qui a sérieusement besoin d'un nouveau nom. Le terme exoplanète est juste une façon fantaisiste de dire qu'une planète tourne autour de sa propre étoile dans un autre système solaire. Mais alors, qu'est-ce qui rend K2 141b si effrayante ? Pense à notre jolie petite planète bleue, la Terre. Maintenant, imagine que tous les volcans du monde entrent soudainement en éruption en même temps, et que la lave recouvre les océans et les mers. Des ouragans violents, des milliers de fois plus rapides que la normale, soufflent partout 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et il se met à pleuvoir des rochers de temps en temps. Oui, des rochers. Cette planète effrayante est entrée dans nos vies il y a environ 2 ans, et les scientifiques l'étudient toujours. Alors à quoi ressemble une journée typique là-bas ? Pour commencer, n'essaie même pas de respirer. L'oxygène a décidé de bouder cette planète. Il faudra que tu t'habitues au sodium, au monoxyde de silicium et au dioxyde de silicium. Comme tu peux l'imaginer, cela n'est pas très pratique. Et on ne fait qu'effleurer la surface. Qui sait quels autres produits chimiques recèlent cette planète exotique ? Passons aux océans de magma. La surface de la planète est couverte de magma fondu à perte de vue. Cette planète de lave orbite très près de son étoile. C'est pourquoi sa surface est si ardente. Les planètes les plus proches de notre Soleil sont Mercure et Vénus, mais cette planète est encore plus proche de son étoile. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est que la moitié de la planète connaît le jour en permanence, tandis qu'il fait toujours nuit sur l'autre moitié. La planète est bloquée par les marées, tout comme notre Lune. Peu importe combien de temps tu la regardes, tu ne verras jamais la face cachée. C'est pourquoi la face brûlante et ardente est si chaude et déborde d'océans de magma, tandis que l'autre face est dans un état constant de gel. Si le magma ne te brûle pas, tu n'es pas sorti d'affaire pour autant, et s'il te plaît, ne regarde pas en haut. Il pleut des pierres. Sur Terre, l'eau se transforme en vapeur, monte, forme des nuages, se refroidit et retombe sous forme de pluie. Là-bas, sur la planète boule de feu, c'est exactement la même chose, sauf que ce sont des morceaux de roches. La planète est si chaude qu'elle vaporise les roches. Oh, et n'oublie pas les vents supersoniques avec des vitesses allant jusqu'à 5000 km/h.
Imagine que ton chapeau s'envole de ta tête à une vitesse 5 fois supérieure à celle d'un avion. La rafale de vent la plus puissante sur Terre a été le cyclone tropical Olivia, qui a frappé l'Australie. Il a soufflé à 400 km/h. Maintenant, imagine 12 fois cette vitesse. Le côté ensoleillé de la planète connaît des températures allant jusqu'à 2700 degrés Celsius. La température la plus élevée jamais atteinte à la surface de la Terre a été enregistrée en Californie, avec 57 degrés Celsius. Il est assez fréquent que l'on s'approche de cette température dans le désert du Sahara, mais ce genre de chaleur est loin d'être suffisant pour faire évaporer les roches. Si tu as grandi près d'un désert, tu sais déjà combien il fait toujours sec et chaud. Mais savais-tu que les déserts peuvent aussi atteindre des températures glaciales ? Par définition, un désert est une large zone avec peu ou pas de précipitations. Cela signifie qu'il n'y a pas de vapeur d'eau pour empêcher les températures d'atteindre des extrêmes. Pendant la journée, le soleil chauffe le désert comme un four. Mais quand il se couche, la chaleur s'échappe vers le ciel et il peut faire très froid. Certains déserts ont même atteint moins 40 degrés Celsius la nuit. Mais attends, ne devrait-il pas y neiger s'il fait si froid ? Certains déserts ont déjà été blanchis ici ou là. Mais comme il n'y a pas de vapeur d'eau, il ne peut pas y avoir autant de neige. Juste des nuits sahariennes sèches, glaciales et sablonneuses. D'ailleurs, le désert du Sahara n'est pas le plus grand désert de la Terre. C'est l'Antarctique. 13 millions de kilomètres carrés de glace sèche. Presque pas d'habitants, mais une foule de pingouins. Oui, techniquement, les pingouins vivent dans un désert. Retour à la planète boule de feu, cette fois-ci du côté sombre. Il y règne une obscurité sans fin et un froid extrême, environ moins 200 degrés Celsius. Ajoute-y des vents supersoniques, la température la plus froide sur Terre a été de moins 90 degrés Celsius dans un centre de recherche en Antarctique. Maintenant, comment cette exoplanète se compare-t-elle à certaines de nos voisines ? Eh bien, Mars n'est pas vraiment vivable non plus. C'est la planète rouge, donc on pourrait penser qu'il y fait chaud la plupart du temps. Mais en général, elle est gelée, en tout cas bien en dessous de zéro. Si tu planifies une escapade d'un week-end sur Mars, tu peux laisser ton parapluie à la maison. Il ne pleut ni d'eau ni de rochers, et d'ailleurs, il n'a pas plu là-bas depuis des millions d'années. Au moins, Mars a une alternance de jour et de nuit. Et elle ressemble à la Terre en de nombreux points. L'équateur de Mars est bouillant, tandis qu'il fait assez froid au pôle nord et sud, tout comme sur la Terre. Les scientifiques y ont même découvert de vieux morceaux de neige carbonique. La planète entière est en fait couverte de dioxyde de carbone, avec un peu d'azote ici et là. Les scientifiques ont même signalé d'intenses tempêtes de neige sur Mars. Mais comme il s'agit surtout de neige carbonique, ce n'est pas une tempête de neige typique, c'est plutôt comme une tempête de glace sèche que l'on utilise dans les machines à fumer. Mars n'est pas la seule planète où le climat peut s'affoler. Jupiter est célèbre pour ses monstrueuses tempêtes, très différentes de celles que nous connaissons sur Terre. On parle ici de tempêtes qui durent des siècles. La grande tache rouge sur Jupiter est une tempête vieille de 400 ans, et l'on pourrait y faire tenir 4 terres entières. Elle existe donc depuis un certain temps, mais elle est loin d'être aussi intense que les tempêtes sur K2. Vénus connaît aussi des pluies intenses, mais il ne s'agit pas de pierre. C'est presque pire puisqu'il pleut de l'acide sulfurique. Cet acide peut provoquer de graves brûlures de peau et faire des trous dans ton parapluie. L'atmosphère de Vénus est remplie de dioxyde de carbone qui agit comme un filet pour piéger les rayons du soleil, et il y fait une chaleur folle. Mais pas d'océan de magma. Mercure est la planète la plus proche du Soleil et elle n'a même pas d'atmosphère. Cela signifie qu'il n'y a pas de tempête, de nuages, de pluie, de vent ou quoi que ce soit. Mercure est un peu comme un désert ici sur Terre, sans vapeur d'eau et sans pluie. Cela signifie que les températures montent en flèche pendant la journée et descendent à des niveaux extrêmes la nuit. L'exoplanète K2 rassemble les éléments les plus extrêmes de tout notre système solaire en une seule et même planète effrayante. Mais nous n'irons pas là-bas de sitôt. Nous ne sommes même pas encore allés sur Mars. C'est très loin dans le futur et 200 années-lumière, c'est un très long voyage. Si nous devions déménager quelque part du jour au lendemain, nous irions probablement nous baser sur la Lune. Pas d'océan de magma, pas de vent à vitesse de distorsion, des températures agréables. Alors, par où commencerions-nous ? Eh bien, il se trouve que les drones et les robots télécommandés sont de plus en plus perfectionnés. C'est bien moins cher de les envoyer pour faire des repérages de la Lune en restant en sécurité sur Terre. Et si nous voulions vraiment commencer à explorer l'espace, nous aurions besoin d'une base spatiale adéquate. Et quel meilleur endroit que notre petite Lune brillante ? Alors pourquoi étudions-nous ces planètes lointaines ? Quel est le but ? Eh bien, les planètes sont comme les gens. Elles ont toutes des âges différents et vivent dans des endroits différents. Plus nous en étudions, plus nous pouvons comprendre pourquoi il y a de la vie sur Terre et pas sur une autre planète, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Lorsque nous découvrons de nouvelles planètes, nous avons de nouvelles idées folles qui peuvent se transformer en inventions géniales qui nous facilitent la vie. Même le simple fait d'aller dans l'espace nous donne de nouvelles idées. Les lentilles anti-rayures, certains équipements de lutte contre les incendies, les systèmes de filtration d'eau, les casques d'écoute sans fil,
Les appareils dentaires invisibles, ce minuscule aspirateur que tu utilises pour nettoyer les miettes entre les coussins de ton canapé. Ils ont tous été inventés pour aider les astronautes à mieux travailler dans l'espace. Et maintenant, ils rendent notre vie meilleure chaque jour. Peut-être qu'un jour, nous trouverons une nouvelle source d'énergie grâce à une planète ou une étoile lointaine. Ou bien nous découvrirons un nouveau composé qui peut rendre nos bâtiments plus solides ou plus efficaces sur le plan énergétique.